C'était très drôle, un peu le sentiment de révolte. Nous sentions que les choses changeaient, nous sentions qu'on pensait que la situation était mûrissait rapidement pour des révolutions. Pour nous, les conditions objectives d'une transformation sociale radicale existaient au Québec, existaient dans les pays occidentaux. Il ne manquait que la conscience. À l'époque, McGill était quand même une université où il y avait une gauche grandissante parmi les étudiants et plusieurs profs qui se mobilisaient surtout à l'époque, c'est 66, 67, 68, contre la guerre au Vietnam. C'était vraiment l'étendard de la gauche étudiante à l'époque et lié à la critique de l'implication des universités dans l'appui à la guerre au Vietnam ou même en faisant des recherches pour le Pentagone, s'est développé un mouvement qu'on appelait à l'époque Student Power. C'était donc la revendication d'une représentation étudiante sur les corps dirigeants de l'université et une autre façon de concevoir l'université. Vers 1967, il y a eu une grève très importante à McGill dans la faculté de sciences politiques. La police était venue sur le campus, puis ils avaient chassé manu militari les occupants. Ça m'avait beaucoup choqué, je n'étais pas militant à l'époque. J'étais plus ou moins intéressé dans les questions politiques, mais je ne m'étais jamais impliqué dans aucun mouvement. Et ça a été le déclic qui m'a amené à m'impliquer dans le mouvement. Je me suis impliqué dans un mouvement à McGill qui s'appelait SDU, Student for Democratic University, qui a été l'un des organisateurs de la manifestation de McGill français en 1969, qui a été, je vous dirais, le moment déclencheur de toute une radicalisation des divers mouvements sociaux de l'époque au Québec. Suite à cette manif, Michel Chartrand avait appelé tous les contestataires, tous les révolutionnaires, tous les progressistes de se joindre au mouvement syndical, et ça avait scellé cette union, cette alliance de la gauche syndicale, du mouvement étudiant radical et de la gauche québécoise indépendantiste et socialiste. Survint en 1970, bien sûr, les enlèvements du FLQ et la fameuse loi des mesures de guerre, qui fut un choc énorme pour l'ensemble de la gauche et de l'extrême gauche. Parce que personne ne s'attendait à une réaction aussi massive de l'État canadien, puis aussi répressive. Du jour au lendemain, voir l'armée débarquer à Montréal et des centaines de militants et militantes être arrêtés pour aucune autre cause que d'avoir été militants et militantes, soit pour l'indépendance du Québec, soit pour le socialisme, a été un choc énorme et a causé un énorme remue-ménage au sein de ce qui existait à l'extrême gauche à l'époque. Il y a eu donc une période de 2 ans, de 70 à 72, où il n'y avait presque plus d'organisations de gauche existantes au Québec. Et c'est de ce bouillonnement, de ce questionnement intellectuel qu'est sorti le mouvement marxiste-léniniste. Essentiellement, la proposition qui a été faite à l'époque, et dont Charles Gagnon était le principal porte-parole, c'était en fait d'abandonner le spontanéisme genre étudiant, d'abandonner toute action terroriste genre FLQ et s'engager dans une action révolutionnaire de masse qui impliquerait la classe ouvrière, les classes populaires, en fait tous ceux qui voulaient un changement radical de la société, non pas dans des actions ponctuelles, manifestations, grèves très dures, mais plutôt dans une bataille politique prolongée qui amènerait au renversement du capitalisme et à l'édification du socialisme. Je n'étais pas dans le groupe de Charles Gagnon, mais quand même, je connaissais Charles et je connaissais des militants et militantes de ce groupe-là. J'étais dans une petite cellule qui s'appelle la cellule militante ouvrière, qui, elle, préférait faire un travail dans les usines. Ça vous donne l'idée un peu des 2 principales branches à l'époque du mouvement marxiste-léniniste. Au début, le groupe en lutte avec Charles Gagnon, qui mettait de l'avant l'importance d'un journal, donc de la propagande communiste, et d'autres groupes, dont le mien, qui voyaient l'importance, bien sûr, de faire de la propagande et de produire un journal, mais qui voyaient aussi surtout l'importance de lier cette masse de jeunes radicaux qui sortaient des universités et des cégeps, les lier à la classe ouvrière et aux classes populaires. La vague de militantisme que le Québec avait connue avait touché, bien sûr, les classes ouvrières et une bonne partie du mouvement syndical. Mais c'était un petit nombre de travailleurs et travailleuses qui étaient attirés vers ce radicalisme syndical, cette remise en question du système que faisait le mouvement syndical. Et donc, on voyait un peu notre tâche, nous les militants marxistes-lénistes, comme
faisant faire ce pas-là à ces travailleurs, à cette couche de travailleurs et travailleuses combatifs, les amener vers une compréhension plus fine, plus développée du système et de l'importance de renverser ce système-là. Nous avons fondé la Ligue, si je me rappelle bien, c'était en octobre 1975. Nous avons tenu notre première assemblée publique vers le printemps 1976, donc quelques mois plus tard, 6 mois plus tard. Nous avions appelé à une assemblée publique, essentiellement par le biais de notre journal La Forge, par le biais de tracts, d'affiches distribuées un peu partout dans les milieux radicaux, et 500 personnes se sont présentées à cette assemblée-là. Ça nous a surpris, nous ne nous attendions pas à ce qu'autant de gens viennent. C'était principalement des jeunes militants et militantes, beaucoup qui travaillaient déjà dans le mouvement syndical, qui s'étaient implantés par eux-mêmes, d'autres petits groupes qui avaient commencé, des militants étudiants, des gens venant des divers mouvements sociaux qui étaient en ébullition à l'époque, ainsi que de beaucoup de jeunes intellectuels. Et c'était, je vous dirais, une expression de la jeunesse radicalisée de l'époque, de l'attraction qu'ils avaient vers le thème du socialisme, de l'attraction qu'ils avaient vers l'exemple de la Chine et de la grande révolution culturelle en Chine, de cette tentative-là de penser un autre socialisme. Ce qui nous attirait à l'époque, ce n'était pas l'Union soviétique, au contraire. C'était un repoussoir pour nous. Ce qui nous attirait, c'est la tentative de transformer le socialisme vers quelque chose de libérateur, quelque chose de, je dirais, un socialisme de la base, un socialisme autodéterminé par les travailleurs et les masses. C'est ça qui nous a enthousiasmés dans cette perspective-là, et c'est ce que nous avons tenté d'exprimer un peu avec le style de l'époque.